Imaginez, un gamin de 12 ans, maigre comme un clou, rouge de honte dans les rues de Courbevoie, pendant que sa mère hurle sur le boucher pour du crédit, et 50 ans plus tard, ce même gosse fait hurler de rire 10 millions de Français dans les salles obscures, avant de s'effondrer d'une crise cardiaque à 68 ans, laissant derrière lui un empire comique, un château, et un secret que même ses fils ignorent encore. Si vous pensiez que Louis de Funès était juste le roi du gendarme, attachez-vous. Cette vidéo va vous révéler la lettre d'adieu truquée de son père, la nuit où il a failli être déporté en Allemagne, le rôle qu'il a refusé à 8 millions d'euros d'aujourd'hui, et pourquoi, sur son lit de mort, il a murmuré « J'ai raté ma vie, mais pas mon rire ». Likez tout de suite et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater des destins fous des légendes du rire, on plonge direct. Dans cette vidéo, nous explorons la vie tragique et la mort de Louis de Funès, l'un des acteurs comiques les plus appréciés de France. Connu pour son énergie explosive, son visage expressif et son sens du timing impeccable, De Funès est devenu un nom incontournable du cinéma français dans les années 60 et 70 en jouant dans des classiques comme Les aventures folles du Rabbi Jacob et la série Le Gendarme. Son esprit vif et son humour burlesque ont captivé le public. Mais en coulisses, sa vie personnelle a été marquée par des difficultés et des problèmes de santé. Comme Louis de Funès l'a dit un jour, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a dédié sa vie à apporter de la joie à des millions de personnes, mais sa propre vie était loin d'être facile. Si vous aimez en apprendre davantage sur la vie de figures iconiques comme De Funès, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires approfondies sur vos stars préférées. Son enfance difficile et sa mère ont inspiré son pouvoir comique. Louis de Funès est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, en France, de parents espagnols qui avaient émigré dans des circonstances tumultueuses. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Regras, venaient respectivement de Séville et de Galice, mais avaient fui en France en 1904 après avoir été confrontés à une forte opposition de leur famille qui désapprouvait leur mariage. Le père de Louis, Carlos, était d'origine noble avec des liens avec les comtes de Galarza, une famille d'origine basque, tandis que sa mère venait d'un milieu aisé en Espagne. Cependant, le passage d'un confort aristocratique à la vie en France serait marqué par des luttes, des déceptions et une tragédie inévitable. Carlos de Funès, autrefois avocat en Espagne, se retrouva incapable de maintenir son ancien statut. À son arrivée en France, il se mit à travailler comme tailleur de diamants. Bien que cela ait d'abord procuré une certaine stabilité à la famille, il entreprit bientôt une série de tentatives extravagantes mais infructueuses pour reconstruire sa richesse. Ces aventures épuisèrent les ressources de la famille et la ruine financière de Carlos le poussa à des mesures désespérées. Selon le biographe de Louis de Funès, Carlos simula sa propre mort en laissant ses chaussures, son chapeau et un mot d'adieu près d'un canal à Paris, faisant croire qu'il s'était suicidé. En réalité, il s'enfuit en Amérique du Sud dans un dernier effort pour restaurer sa fortune. Malheureusement, au lieu de richesse, il contracta la tuberculose et mourut loin de chez lui. L'abandon de Carlos laissa sa mère Léonore dans une situation désespérée. Autrefois femme riche de haut statut en Espagne, elle se retrouva maintenant à vivre dans un petit appartement modeste dans un quartier populaire de Courbevoie, luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants. La fierté et le tempérament ardent de Léonore ne suffisaient pas à surmonter les graves problèmes financiers auxquels elle faisait face. Mais sa détermination farouche laissa une marque indélébile sur le jeune Louis. Selon Bertrand Dical, l'un des biographes de Funès, à l'époque, il n'y avait pas de programme d'aide gouvernementale, donc Léonore devait se battre bec et ongles pour nourrir sa famille. Elle se rendait dans les magasins locaux et criait aux propriétaires pour qu'ils lui donnent du crédit, une scène qui laissait souvent Louis profondément embarrassé. Le réalisateur Georges Lautner, qui connaissait Léonore personnellement, se souvenait de ses éclats de colère, la décrivant comme quelqu'un qui criait, tapait du pied et poursuivait les gens dans une rage, des caractéristiques qui deviendraient plus tard des traits iconiques des rôles comiques de Funès. Lautner a même remarqué, le comédien de Funès, le personnage de Funès, c'est sa mère. L'enfance de Louis de Funès fut marquée par la pauvreté et les difficultés. Les efforts incessants de sa mère pour subvenir aux besoins de la famille ont façonné sa personnalité. Et bien qu'il l'adorât, Louis luttait contre la honte de leurs circonstances. Il grandit dans un monde où l'insécurité financière était une compagne constante et les éclats publics de sa mère étaient des moments d'humiliation. Cependant, de ces temps difficiles, De Funès découvrit un mécanisme d'adaptation important, faire rire les autres. Son biographe a noté qu'au lieu de céder au désespoir,
Louis a canalisé son inconfort dans l'humour, l'utilisant comme un moyen de naviguer dans les défis de sa jeunesse. À l'adolescence, il réalisa qu'il avait la capacité d'amuser les autres avec son esprit et son humour physique, marquant le début de sa relation à vie avec la comédie. Malgré son talent émerge pour l'humour, De Funès eut des difficultés à l'école. Il fréquenta le prestigieux lycée Condorcet à Paris, mais ses résultats académiques étaient médiocres car il avait du mal à se concentrer sur ses études. Étiqueté comme un élève moyen, il finit par abandonnant tout espoir d'une carrière conventionnelle. Sans direction et avec des perspectives limitées, De Funès se tourna vers la musique, trouvant du travail comme pianiste de bar dans les clubs de Pigalle. C'est ici, dans la vie nocturne animée et enfumée de Paris, que De Funès commença à expérimenter la comédie physique. En jouant du piano jazz, il faisait des grimaces et des mimiques, essayant d'amuser le personnel et les clients. Son premier public était restreint, souvent limité à quelques serveurs amusés, mais cela lui donna un avant-goût du potentiel comique qu'il libérerait plus tard sur une scène beaucoup plus grande. Connu affectueusement par ses amis proches sous le nom de Fufu, Louis De Funès parlait couramment français, espagnol et anglais. Ses premières passions pour le dessin et la musique lui apportaient du réconfort face aux luttes de sa vie familiale. Malgré son manque de succès formel à l'école, il était doué artistiquement et poursuivait la musique avec un grand enthousiasme. Son temps dans les clubs de Pigalle, bien que modeste en termes de succès, s'est avéré formateur car il lui permettait de combiner son talent musical avec son style comique émerge. Dans les années 1940, De Funès fit un pas décisif vers sa carrière future en s'inscrivant à l'école de théâtre Simon, étudiant le théâtre pendant 1 an. Bien que sa petite taille, son crâne dégarni et son apparence peu conventionnelle ne laissaient pas présager qu'il deviendrait une star, son talent unique pour la comédie physique et son esprit rapide commencèrent à attirer l'attention. À l'école Simon, il rencontra des acteurs comme Daniel Gélin et ses contacts l'aideraient à obtenir des rôles par la suite. Louis De Funès était quelqu'un qui n'était pas expansif en ville. Chaque fois que nous nous rencontrions pour un nouveau film, il me rappelait des formules chimiques apprises 20 ou 30 ans auparavant, en 1933, y compris ce nom de produit qui le faisait hurler de rire, sodium hyposulfite. Cela tout en imitant le professeur strict qui nous enseignait ses propriétés. C'était comme une complicité entre nous, partagea le réalisateur renommé à propos de son ami d'enfance. Finalement, il fut renvoyé après avoir été impliqué dans un incident d'incendie criminel. Cela marqua le début d'un cycle de chômage et d'emploi éphémère dont il fut constamment remercié. Son fils Olivier De Funès évoque cette période en disant « Après avoir quitté le lycée, mon père a exercé toutes sortes de petits boulots. Parfois, je me demande s'il n'a pas embelli un peu ses histoires dans les interviews car il n'en parlait jamais à la maison pendant des années. » Cependant, De Funès lutta pour percer dans l'industrie cinématographique, convaincu que sa petite taille et son apparence inhabituelle le rendaient inadapté aux rôles principaux. Il continua à travailler comme pianiste dans des clubs tout en prenant des petits rôles, souvent non crédités, dans des films et des productions théâtrales. Ce n'est que plus tard dans sa carrière que De Funès commença à obtenir une reconnaissance au théâtre, ses performances lui valant un succès modéré. Un parcours semé d'embûches vers la célébrité. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, Louis De Funès, alors âgé de 25 ans, fut appelé à la mobilisation. Bien qu'il ne fût jugé apte qu'au service passif, ce résultat n'était pas surprenant car 5 ans plus tôt, à l'âge de 20 ans, il avait été déclaré inapte au service actif en raison de son petit gabarit, mesurant 1,65 m et pesant seulement 54 kg, et des antécédents de tuberculose dans sa famille. Des examens répétés au cours des années suivantes confirmèrent son inaptitude au service actif. Néanmoins, il fut temporairement affecté à des tâches non combattantes, notamment des travaux de manutention et de terrassement, et fut déplacé d'une caserne à l'autre avant d'être stationné près de la Marne. Pendant la drôle de guerre, Louis divertissait ses camarades soldats en organisant de petites représentations, notamment en imitant Maurice Chevalier avec un grand talent. En avril 1940, il tomba malade et fut convoqué devant une commission médicale qui l'aura malheureusement réformé en raison d'une tuberculose suspectée, une condition qu'il n'avait jamais réellement eue. Pour le reste de sa vie, Louis crut qu'il avait échappé au combat à cause d'une erreur dans ses dossiers médicaux. La tragédie frappa lorsque le frère de Louis, Charles, mobilisé dans le 152e régiment d'infanterie, fut tué lors de l'offensive allemande de mai 1940, abattu par des tirs ennemis à Sollertel. Louis devint le tuteur légal de son neveu orphelin Édouard, bien que l'enfant fût principalement élevé par sa tante car Louis lui-même était sans le sceau à l'époque. Exempté de service militaire en raison de sa santé,
Louis se retrouva à naviguer à travers une série de petits boulots pendant l'occupation allemande en France. Il travailla comme vitrier, cireur de chaussures et même comme gratteur de sol. Finalement, il trouva plus de stabilité en tant que pianiste de bar. C'est durant cette période qu'il rencontra Eddie Barclay, un producteur de musique qui se souvint plus tard, Louis de Funès comme moi ne pouvait pas lire la musique, mais il avait une excellente oreille et était un musicien extraordinaire. Il n'a jamais mentionné son rêve de devenir acteur. Louis jouait dans une variété d'établissements, effectuant souvent des shifts de 12 heures pour peu de rémunération, parfois juste pour une tasse de café. Georges Lautner, un cinéaste qui connaissait de Funès à cette époque, se souvint de l'avoir vu se produire en 1942 à la Madeleine, dans un bistrot à Bagatelle. Louis jouait du piano avec grande compétence, mais lorsqu'il avait la scène pour lui tout seul, il sautait sur le piano et commençait à chanter. Sa capacité à mélanger humour et performance musicale deviendrait plus tard une caractéristique de son style d'acteur, comme on le voit dans des films comme Le Grand Restaurant et Le Sucre. Au début des années 1940, Louis rejoignit son ami Eddie Barclay pour s'inscrire au nouveau Conservatoire international de jazz à Paris, dirigé par le professeur Charles Henry. C'est là qu'il rencontra Jeanne Barthélemy, la secrétaire du directeur, qui deviendrait sa seconde épouse. Cette période de sa vie lui permit également de croiser de futures stars comme Raymond Léger, Robert Dussault et Albert Resnais, ainsi que d'autres figures clés de la scène jazz française. En 1942, à l'âge de 28 ans, Louis décida de poursuivre son rêve de devenir acteur. Il s'inscrivit au cours de théâtre Simon et réussit son examen d'entrée avec une performance d'une scène de Les Fourberies de Scapin de Molière. Bien que son temps dans ce cours fût bref, il fut déterminant. C'est là qu'il rencontra Daniel Gélin, qui lui donnerait plus tard sa première opportunité d'acteur significative. En réfléchissant à ce tournant, Louis décrivit une rencontre fortuite avec Gélin. Je sortais d'un wagon de première classe dans le métro et Daniel, que j'avais déjà rencontré au cours René Simon, montait dans un wagon de seconde classe. Juste au moment où la porte se fermait, il m'a crié « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi ». Le mentorat de Daniel Gélin s'avéra être une bouée de sauvetage pour Louis, surtout pendant les années difficiles. En plus de petits rôles au théâtre, Louis continua de joindre les deux bouts en travaillant comme pianiste de jazz, donnant des leçons le jour et jouant dans des clubs à travers Paris la nuit. En 1944, pendant l'occupation allemande, il échappa de justesse au travail forcé en Allemagne, connu sous le nom de Sto, grâce à la présence d'esprit du concierge de son immeuble qui informa les autorités allemandes que Louis avait quitté la ville la veille. En 1945, avec l'aide de Gélin, Louis fit ses débuts au cinéma à l'âge de 31 ans dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly, dans le petit rôle d'un portier au cabaret Le Paradis. Il délivra sa première réplique à l'écran avec un timing comique. En voyant un client lutter avec une porte, eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. Cela marqua le début de sa carrière cinématographique, bien que pendant plusieurs années il fut cantonné à de petits rôles, jouant souvent plusieurs personnages dans un seul film, comme il le fit dans Du Guesclin en 48. Des hauts et des bas dans les années 1950. La carrière de Louis de Funès était marquée par un effort acharné et des luttes. Il interprétait de petits rôles dans les films de Sacha Guitry, montrant des éclairs de son potentiel comique, mais restait largement inconnu. En 1952, il rejoignit la troupe des Branquignols en occupant plusieurs emplois juste pour joindre les deux bouts. Son fils Olivier se souvient comment son père jonglait entre des performances dans différents lieux, courant d'un concert à l'autre. Bien qu'il travaillât aux côtés de stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau dans des films, De Funès trouva difficile de percer. Ce n'est qu'en 1956, lorsqu'il joua le rôle du commerçant Jambier dans La Traversée de Paris, qu'il obtint une reconnaissance critique. Bien que son temps d'écran fût bref, son interprétation d'un personnage lâche mais comiquement défiant laissa une impression durable. Ce rôle était un avant-goût des caractères qui définirait son succès ultérieur. En 1957, De Funès obtint enfin son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, remportant le Grand Prix du Rire. Le succès du film, ainsi que celui de Ni vu ni connu où il jouait un braconnier astucieux, marqua un tournant dans sa carrière. France Dimanche, un hebdomadaire populaire, le qualifia de l'acteur le plus drôle de France, marquant ainsi un tournant dans sa carrière. Pourtant, malgré cet élan, sa carrière cinématographique connut un bref plateau et il retourna à des rôles moins en vue. La véritable ascension de Funès commença sur scène avec Oscar. En 1959, où il livra une performance brillante qui conduisit à un succès retentissant à Paris.
Cela conduisit à sa percée au cinéma avec Pouic Pouican. 1963, où il développa son personnage signature, un homme en colère et irritable pris dans des situations absurdes. Sa collaboration avec le réalisateur Jean Giraud dans la série Gendarme et Fantomas au milieu des années 60 amena son statut d'acteur comique numéro 1 en France. Après des années de lutte, sa persistance paya. En 1967, il était une star du box-office, acquérant même le château de Clermont comme refuge loin de la célébrité. Le parcours de Louis de Funès de la quasi-obscurité à la célébrité souligne son dévouement inflexible, transformant ses rôles mineurs d'autrefois en un héritage comique qui perdurera. Un homme pas si drôle dans la vie réelle. Louis de Funès épousa sa première femme, Germaine Louise Élodie Carroyer, le 27 avril 1936 à Saint-Étienne. Ils eurent un fils, Daniel, né en 1937, mais le couple se sépara en août 1939 après seulement 3 ans de mariage, leur divorce étant finalisé le 13 novembre 1942. Suite à cette séparation, Louis poursuivit son rêve de devenir acteur de cinéma tandis que Germaine et leur fils restaient ensemble. La relation de Daniel avec son père était complexe. Bien que Louis vécut à proximité et le visita parfois en secret, leurs interactions étaient souvent cachées aux yeux du public. En 2011, Daniel réfléchit à son enfance. Dans le livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, partageant que Louis venait le voir pour lui faire découvrir le jazz et montrer ses talents de pianiste et de danseur. Malgré cette connexion, Daniel ressentait l'absence de son père et en 1983 apprit la mort de Louis à la radio, se sentant blessé de ne pas avoir été informé ni invité aux obsèques. Louis ne m'a rien laissé, ce n'est pas grave. J'ai quand même réussi à mener la vie que je voulais, confia-t-il. En revanche, la relation de Louis avec ses 2 autres fils, Patrick et Olivier, était différente. Ils grandirent sous la garde de la deuxième femme de Louis, Jeanne, qu'il épousa le 20 avril 1943. Le couple vivait dans un petit appartement et leur premier fils, Patrick, naquit le 27 janvier 1944, suivi d'Olivier le 11 août 1949. Patrick et Olivier racontèrent leurs souvenirs avec leur père célèbre dans le livre Ne parlez pas trop de moi, mes enfants. Ils le décrivirent comme autoritaire mais présent, souvent impliqué dans leur vie et leur éducation. Patrick se souvint et était agaçant, il s'impliquait dans tout. Louis encouragea activement la carrière d'acteur naissante d'Olivier, le faisant figurer dans plusieurs films, y compris Fantomas se déchaîne et L'Homme Orchestre. Cependant, Olivier choisit finalement de poursuivre une carrière de pilote de ligne malgré les opinions politiques conservatrices de son père, qui avait un mépris notable pour des figures de gauche comme Yves Montand. Il maintenait des amitiés dans l'industrie, notamment avec Bourvil. Jeanne joua un rôle significatif dans la carrière de Louis, lui conseillant souvent sur ses choix de films et négociant ses honoraires. En 1962, elle joua son épouse dans le film Nous irons à Deauville. Bien qu'elle le soutint, elle fit également face à des défis. Sur le tournage de La Grande Vadrouille, Bourvil aurait intervenu pour la tenir à l'écart. Malgré ses succès, Louis aurait eu une liaison avec Macha Béranger pendant les 13 dernières années de sa vie. La vie privée de Louis était marquée par des contradictions. Le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc nota que bien qu'il fût adoré du public, il était timide, économe et pas particulièrement sociable. Parmi ses pairs, après le tournage, il préférait se retirer dans son jardin, plutôt que de se joindre à ses collègues acteurs pour des célébrations ou un comportement qui lui valait parfois le mépris d'autres dans l'industrie. Ce mélange complexe de lutte personnelle et professionnelle façonna l'homme derrière le rire, révélant les difficultés qu'il affrontait même en divertissant des millions. Santé et carrière en déclin. La folie des grandeurs devait initialement réunir Louis de Funès avec Bourvil, mais après le décès de Bourvil, Gérard Houry réécrivit le scénario avec Yves Montand. Le tournage commença en 1971 et bien que de Funès respecta principalement le script, lui et Montand collaborèrent sur certains moments comiques. Après le tournage, de Funès prit une pause d'1 an, déclarant qu'il ne voulait plus travailler qu'avec Houry à partir de ce moment-là. Malgré le succès de La Folie des grandeurs, de Funès fit face à des luttes personnelles.
À son retour au théâtre en 1971 avec Oscar, il avait acquis un statut de superstar, mais la pression était immense. La pièce fut un succès, mais l'improvisation constante. Et les attentes élevées commencèrent à peser sur lui. En 1973, De Funès joua dans Les Aventures de Rabbi Jacob, un film abordant des problèmes sérieux tels que le racisme et l'intolérance. Bien que ce fût un grand succès au box-office, la sortie du film durant la guerre du Yom Kippour créa une atmosphère tendue et De Funès reçut même une protection policière en raison de menaces. Retournant au théâtre dans La valse des toréadors sous la direction de Jean Anouilh, De Funès éprouva des difficultés avec le processus de répétition, en particulier à cause de l'approche distante d'Anouilh. Il se sentit accablé par les longues répliques et confessa son anxiété grandissante. Malgré ces défis, la pièce réussit, mais la santé de l'acteur empira. Lors de la 200e représentation, il souffrit d'une sévère fatigue et d'hypertension, annonçant un éventuel arrêt cardiaque. De Funès cessa finalement de jouer, déclarant « Cette immense fatigue est une sonnette d'alarme, nous devons avoir la sagesse de l'écouter ». En 1974, De Funès était impatient de travailler sur Le Crocodile, une satire sur les dictatures, mais il choisit de se reposer et de se concentrer sur sa santé, réalisant l'importance de l'équilibre après des années de travail intense. Santé fragile mais désir de travailler. Après avoir ressenti des symptômes cardiaques alarmants lors de la production de la valse des toréadors, Louis De Funès fit l'objet d'un examen minutieux de la part des compagnies d'assurance, inquiètes qu'une incapacité à honorer ses engagements de tournage entraîne des pertes financières significatives. Alors qu'il se préparait pour Le Crocodile, il subit plusieurs examens médicaux. Un cardiologue le déclara apte à continuer mais lui donna son numéro personnel pour les urgences. Tragiquement, le 21 mars 1975, De Funès fit une crise cardiaque dans son appartement à Paris et fut transporté d'urgence à l'hôpital Necker. Bien qu'il fût stabilisé, les médecins lui conseillèrent de prendre un repos prolongé. Seulement 9 jours plus tard, il perdit connaissance lors d'une conversation avec sa femme et subit une seconde crise cardiaque plus sévère. Bien qu'il ait été sauvé, l'expérience fut éprouvante. Ses médecins lui imposèrent un régime strict et recommandèrent fortement qu'il cesse de jouer pour éviter le stress. Étonnamment, De Funès accepta ce conseil sans hésitation au départ. Le report de Le Crocodile laissa le producteur Bertrand Javal face à des millions de pertes, bien que le scénario du film fut jugé trop exigeant. Le désir de poursuivre persista. Pendant ce temps, l'amitié entre De Funès et le réalisateur Gérard Houry commença à s'effriter malgré leur intérêt mutuel pour de futures collaborations. Après 2 mois d'hospitalisation, De Funès retourna à son château pour se rétablir, trouvant du réconfort dans le jardinage et les promenades tranquilles. Ironiquement, les crises cardiaques apaisèrent son anxiété quant au scénario et aux performances au box-office. Il exprima un sentiment de libération lorsqu'on lui annonça d'arrêter de jouer. Une seconde avant l'ambulance, j'étais tendu à propos des recettes, des revenus et là je me retrouvais soudain à tourner la page. Malgré cette nouvelle liberté, De Funès aspirait à revenir à la comédie. À la fin de 1975, il assista à des premières de théâtre mais se sentit déprimé de manquer de performance. Déterminé à jouer à nouveau, il accepta un rôle dans L'aile ou la cuisse. Luttant avec ses limitations de santé. Reprenant sa carrière à un rythme plus lent, il prit des rôles dans des films comme La Zizanie et Le Gendarme et les extraterrestres, avec du personnel médical présent sur le plateau. Ses luttes de santé changèrent son approche comique, il ne pouvait plus incarner le personnage agressif de ses travaux antérieurs. Dans ces dernières années, De Funès poursuivit des projets qui correspondaient à ses ambitions artistiques, tels que l'adaptation de L'Avare de Molière. Malgré un accueil critique mitigé, ce projet reflétait son désir de mélanger le théâtre classique avec le cinéma populaire. Cependant, sa sous-performance le poussa à reconsidérer des initiatives similaires. En février 1980, De Funès reçut un César pour sa carrière, mais bientôt faire face à de nouveaux défis de santé le conduisant à se retirer de la comédie.
Ses dernières œuvres, y compris Le Gendarme et Les Gendarmettes, étaient marquées par un sentiment de fatigue tant physiquement que par la répétitivité de ses rôles. Des mises douloureuses. Après Le Gendarme et Les Gendarmettes, de nouveaux projets attendaient Louis de Funès, bien que sa carrière fut assombrie par des problèmes de santé. Pendant le tournage de Le Gendarme et Les Gendarmettes en mai 1982, de Funès exprima le désir de reprendre son rôle dans Oscar pour une centaine de représentations avant la fin de l'année. Il rêvait également d'adapter le roman de Léon Daudet, Morticole, espérant avoir Georges Lautner ou Robert Hossein à la réalisation. Tout en travaillant sur la post-synchronisation du 6e film Gendarme, il rencontra le réalisateur Gérard Houry, ce qui suscita des discussions sur un revival de Le Crocodile. D'autres projets potentiels incluaient des collaborations avec Patrice Lecomte, un nouveau film avec Coluche et un film avec la chanteuse Chantal Goya. Juste 3 semaines avant sa mort, de Funès se rendit à Paris pour quelques jours où il assista à la pièce Papy fait de la Résistance de Christian Clavier et Martin Lamotte au Théâtre du Splendide. Le producteur Christian Fechner espérait créer un film avec lui, visant à reproduire le succès de L'aile ou La cuisse avec Coluche. De Funès apprécia la pièce et se lia avec la jeune distribution, montrant même son talent comiquant, interprétant sa version du maréchal Ludwig von Apfelstrudel en seulement 3 minutes. Fechner décrivit de Funès comme étant en forme éclatante et extrêmement drôle lors de ses soirées, se remémorant comment l'admiration des jeunes générations le revitalisait. Bien qu'il ait accepté le projet, il demanda un rôle moins important pour alléger la pression sur son cœur. En janvier 1983, après la période des fêtes, de Funès se rendit à la montagne avec sa famille mais eut des difficultés avec l'altitude et retourna rapidement à Le Cellier. Le soir du 27 janvier, il se coucha en se sentant extrêmement fatigué. Tragiquement, il fit une crise cardiaque et fut transporté d'urgence à l'hôpital universitaire de Nantes où il décéda à 20h30. Le lendemain, des journaux comme Le Parisien, Libéré et Presse Océan préparèrent rapidement des articles en première page sur sa mort, probablement informé par le personnel de l'hôpital. Son décès suscita un deuil national et les médias le traitèrent comme une tragédie majeure. Sa veuve Jeanne de Funès et leurs enfants ne reçurent aucune visite alors que des gendarmes gardaient leur domicile. L'acteur Michel Galabru, lors d'une diffusion en direct depuis Rennes, fit référence de manière émotive à de Funès comme à un frère, se remémorant son humour et sa popularité universelle. Les hommages affluèrent de diverses personnalités, y compris l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et le ministre de la Culture Jacques Lang, qui notèrent que le meilleur hommage à de Funès serait les innombrables individus qu'il continuerait à divertir à titre posthume. Le Premier ministre Pierre Mauroy et le Parti communiste français exprimèrent également leurs condoléances à la famille. Malgré des projets pour des funérailles privées, plus de 3000 personnes assistèrent à la cérémonie à l'église Saint-Martin du Cellier, submergeant le petit village. Peu de célébrités étaient présentes, mais des collègues de Funès comme Galabru et Jean Carmet, ainsi que des producteurs et des amis, étaient là. Il fut inhumé au cimetière de Le Cellier, sa tombe faisant face au jardin de son château. Mais attendez, on n'a pas encore tout dit. Parce que derrière ce cœur fragile et ses éclats de génie, il y a des secrets que Louis a emportés dans la tombe, et que ses fils ont révélés en 2023 dans un documentaire choc sur France 3. Saviez-vous qu'en 1968, à l'apogée de sa gloire, de Funès a refusé un contrat hollywoodien à 5 millions de dollars, l'équivalent de 40 millions d'euros aujourd'hui, pour jouer aux côtés de Peter Sellers dans la partie? Il a répondu au producteur, « Je ne parle pas anglais. Et les Américains ne comprendraient pas mes grimaces. » Au lieu de ça, il achète le château de Clermont pour 200 000 francs, et y enterre en secret une capsule temporelle avec ses partitions de jazz et une lettre à ses futurs petits-enfants, si vous lisez ça, riez pour moi. Et parlons de cet empire caché, Louis II. Funès était millionnaire, mais vivait comme un radin. Il collectionnait les timbres, pas les voitures de luxe. En 1983, son château valait déjà 10 millions de francs, et aujourd'hui, 50 millions d'euros.
Ses fils l'ont transformé en musée privé. On y trouve sa cravate du gendarme, tachée de café, et son piano de Pigalle, sur lequel il jouait encore à 68 ans. Mais le vrai scoop? En 1975, après sa première crise cardiaque, il a enregistré en secret un disque de jazz. Sous le pseudonyme Fufu le Maudit. 12 titres inédits, jamais sortis. Olivier de Funès les a découverts en 2024 dans une boîte à chaussures. Il prépare une sortie pour 2026, mon père voulait que le monde sache qu'avant les cris, il y avait le swing. Et saviez-vous qu'il a failli mourir en 1944? Pas de crise cardiaque, mais déportation. Le concierge l'a sauvé, mais Louis a gardé la lettre de convocation au sto dans son portefeuille jusqu'à sa mort. Il l'a montré à Coluche en riant, « Regarde, j'ai échappé à Hitler. » Pour finir par un gendarme. Et puis, il y a cette anecdote folle que Michel Galabru a révélée en 2023, sur le tournage de Rabbi Jacob, de Funès a improvisé la scène de la gomme à mâcher en arabe, parce qu'il parlait couramment l'espagnol et avait appris des phrases en arabe avec un immigré algérien du quartier. Il a dit, le rire n'a pas de frontières, mais les dictateurs oui. Et son rapport à la mort? À 68 ans, il disait à Jeanne, je ne veux pas de fleurs, juste des rires. Sur son lit d'hôpital, il a murmuré à Olivier, j'ai raté ma vie, mais pas mon rire. Promets-moi de ne jamais vendre le château. Aujourd'hui, ses petits-enfants y organisent des ateliers comédie pour enfants défavorisés. Et chaque 27 janvier, il diffuse le gendarme à l'enterrement de vie de garçon de sa mort. En réfléchissant à la vie tragique et à la mort de Louis de Funès, il est clair qu'au-delà du rire et des performances iconiques se cachait un individu complexe qui a dû faire face à des difficultés significatives tant sur le plan personnel que professionnel. Son parcours, passant d'un acteur en difficulté à une légende cinématographique bien aimée, témoigne de sa résilience et de sa passion pour son art. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Quel est le film de Louis de Funès que vous préférez et pourquoi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a fait rire aux larmes ou serrer le cœur, likez-la maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des secrets ultimes des rois du rire. La semaine prochaine, on révèle pourquoi de Funès a gardé une photo de Bourvil dans son portefeuille jusqu'à la fin, un pacte secret que personne n'a brisé. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de rire un bon coup et on se retrouve très vite. Parce qu'avec Louis de Funès, le rire, c'est la vie qui ne s'arrête jamais. À bientôt.